Instacart is on a mission to have you not leave the couch this basketball season. Because between the pre-game rituals and the post-game interviews, it can be difficult to find time for everything else. So let Instacart take care of your game day snacks or weekly restocks and get delivery in as fast as 30 minutes. Because we hear it's bad luck to be hungry on game day. So download the Instacart app today and enjoy $0 delivery fees on your first 3 orders. Service fees apply for 3 orders and 14 days, excludes restaurants. Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice Catherine et je suis avec Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va? Ça va bien Catherine, et toi-même, comment ça va? Ça va bien, j'ai réussi à installer mon pied de micro pour qu'il pende en haut de ma tête comme une vraie podcasteuse. On est des professionals. On n'arrête pas le progrès. On est rendu avec des setups de feu. C'est un setup absolument incroyable. Il nous reste juste que la pandémie soit finie puis qu'on puisse être actually une en avant de l'autre. J'allais dire, il nous manque juste qu'on ait des invités spéciaux comme Éric Bruno, mais ça, sûrement que ça n'arrivera jamais. On va continuer quand même, inquiétez-vous pas. On va continuer de l'inviter à chaque semaine, Éric. T'es la bienvenue. On va essayer de pas trop se décourager. T'es la bienvenue! T'es la bienvenue, Éric! T'es la bienvenue, Éric. Alors, aujourd'hui, c'est toi qui nous raconte un cas, Audrey, parce que c'est moi qui anime. Je pense qu'à ce stade-ci, auditeurs et auditrices, vous avez compris la gimmick de la personne qui anime. C'est pas la même personne qui raconte. On est tellement sneaky. Les dessous du podcasting. Et tu as aussi un café dont tu veux nous parler. Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on boit le café Man on Mars. C'est un café spécial parce qu'il nous a été fourni par Laurence, dont on vous avait parlé la semaine passée, qui est propriétaire avec sa copine du café Le Saint-Suave dans la ville de Québec. Alors, elle nous avait fourni 2 cafés, et moi, celui que j'ai bu, c'est Man on Mars. C'est pas Man on the Moon, et c'est pas Life on Mars, c'est Man on Mars. C'est le mélange de Rem et de David Couteau-Chasse. Rem! C'est le cycle Rem! Alors, le café Man on Mars, je l'ai trouvé franchement délicieux. Il a des arômes de biscuits au chocolat, de noisettes rôties et de canneberge grillées. Canneberge séchée, pardon. Oh my god. Ok, ouais, je trouvais ça drôle des canneberges grillées, mais j'étais ouverte à moi, je me dis, ça peut pas être mauvais. En plus, personnellement, les canneberges séchées, c'est mon snack de fin d'après-midi préféré. Petite information sur moi. Alors, c'est tellement bon. 100% d'accord. Alors, c'est un café qui nous provient du même torréfacteur Java Roasters, mais qui nous a été fourni par Laurence et sa copine, qu'on remercie. Et à nouveau, on vous recommande le Café Librairie Saint-Suave à Québec. Si vous êtes dans les environs, allez les encourager. Ça me semble un concept absolument magnifique. Et encore une fois, nous, on a hâte que la pandémie soit finie pour pouvoir aller vous dire bonjour live. Yeet! Pour aller à Québec. Alors, c'est vraiment un excellent café. Moi, je trouvais que c'était un bon café d'après-midi parce qu'il est quand même assez goûteux, surtout à cause du canneberge, qui rajoute un petit peu d'acidité, mais pas trop. Alors, si vous, les cafés fruités qui ont de l'acidité, d'habitude, ça vous parle pas trop, celui-là pourrait quand même vous convenir parce que il y a le goût grillé du chocolat, des noisettes, qui est pas enterré par les canneberges. Et vraiment, j'ai trouvé que il était surprenamment doux pour un café qui a des fruits rouges dedans. Alors, c'est un excellent café que je vous recommande. Je répète, Man on Mars, que vous pouvez vous procurer au Café Saint-Suave à Québec. Et sinon, j'imagine que c'est possible de se le procurer par Internet. Et encore une fois, on remercie Laurence et sa copine pour le beau cadeau. Et on espère que vous allez aimer l'histoire qu'on vous propose cette semaine. Oui, c'est un peu plus léger que la semaine dernière avec le violeur de la couronne. Non, il n'y a pas de viol aujourd'hui. Non, il n'y en a pas. Non, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Mais je pense que quand vous avez vu notre visuel sur les réseaux sociaux, vous avez tous et toutes eu un petit sourire en coin parce que je pense que tous et toutes vous saviez exactement de quoi on allait parler. C'est vraiment pas un cas inconnu qu'on va faire aujourd'hui, mais je pense que c'est quand même un cas que les gens ne connaissent pas autant en détail.
Mais vous en avez sûrement déjà entendu parler. On pourrait prendre le temps de saluer ma mère. Ma mère voulait qu'on raconte ce cas-là. Oui. Bonjour, maman. J'espère que tu vas apprécier cet épisode. Non, mais c'est ça, ma mère nous a écrit pour nous recommander plein de cas, dont certains cas qu'on avait déjà en banque. Donc aujourd'hui, j'espère, maman, que tu vas aimer cette histoire, parce qu'on raconte l'histoire de... Les sœurs Lévesque, avec leur valise rouge Samsonite. Grosse valise rouge. Oh que oui, et moi aussi, je vais saluer ma mère, parce que ma mère aussi voulait qu'on fasse cette histoire-là. C'est peut-être une histoire de maman. Une belle histoire de maman. Ma mère m'a raconté, puisque ça s'est déroulé en 85-86, et elle m'a raconté que c'est à l'époque où elle allait au cégep à Longueuil, et qu'à la fin de la journée, elle rentrait chez elle et regardait le téléjournal pour avoir la suite des aventures des sœurs Lévesque. Wow! Ok. C'est un peu comme son feuilleton télé. C'est comme District 31 avant le temps. Oui. Dans chaque épisode, faut qu'on fasse une blague de District 31, au moins. C'est devenu notre trademark. Oui, puis on peut aussi faire une blague de Éric Bruno tout de suite en partant, parce que présentement dans la série Faits divers, il y a un plotline inspiré par les sœurs Lévesque. Oui, c'est vrai. Quelqu'un nous a recommandé sur Facebook d'écouter la série Faits divers, et je pense qu'il va falloir qu'on en parle à un moment donné. De Faits divers? Qu'on adresse le problème. Oui, que Éric Bruno avec son look de petit bum. Avec son look de petit bum. Disons que je trouve ça moins bon que District 31, mais c'est peut-être une opinion très controversée. Fait que si vous voulez vous obstiner avec nous, vous pouvez nous écrire unpeudecrime@gmail.com et nous expliquer pourquoi Faits divers serait meilleur que District 31. Vous pouvez aussi nous écrire pour nous dire, vous, c'est quoi votre projet préféré dans lequel Éric Bruno a été? Oui. J'aimerais saluer une de nos auditrices qui nous a écrit sur Instagram aussi pour nous demander si on avait regardé la série Coroner avec Éric Bruno qui parle en anglais. Est-ce qu'il y a un bon accent? Dans la bande-annonce qui passe sur Netflix, moi j'ai trouvé qu'il parlait très bien en anglais, comme François Arnaud. Éric Bruno. François Arnaud, oui. Yes. Alors, on m'a recommandé Coroner en me disant que Éric Bruno était particulièrement beau dans Coroner. Je pense clairement qu'un jour, si on se part un Patreon, il faudrait qu'on fasse des épisodes bonus où on raconte des histoires qui sont tirées d'émissions policières, là. On a l'air de commencer à en avoir pas mal, là, derrière notre cravate, là, des émissions policières. On aime ça, on en écoute beaucoup. Oui. J'allais dire, ça réchauffe le cœur. Non. Ça réchauffe le cœur des histoires de gens qui meurent. Fictionnalisées à la télé, dans une formule 20 minutes. Oui. Yes, sir. Ou 45 minutes. Ah, ça dépend. Alors, Catherine, si tu es prête, je vais mettre un peu de crème dans ton café. Let's go! En te racontant l'histoire des sœurs Lévesque. Oui! Maintenant, avant de me lancer dans cette folle épopée, je vais nommer mes sources. Alors, j'ai l'article Triumph for Two Sisters, écrit par John Barber, qui était paru dans la revue Maclean's. Oh my god, nice! Le podcast Aujourd'hui l'Histoire, qui est un podcast de Radio-Canada, où on s'était rappelé de cet événement marquant de l'histoire québécoise avec comme invité spécial le journaliste Marc Laurando. D'ailleurs, un article de Marc Laurando se retrouve également dans mes sources, un article qu'il avait écrit à l'époque pour la presse. J'ai quelques reportages de Radio-Canada et, pour topper le tout, le livre Les valises rouges, qui avait été écrit par les sœurs Lévesque elles-mêmes, qui est un livre que je ne vous recommande absolument pas. Il est beaucoup trop long et franchement, c'est pas la lecture la plus intéressante que j'ai jamais faite. Ça m'a aidé à construire mon cas, mais c'est pas comme un livre de true crime des fois qui se lit comme un roman. C'était un peu long, c'était un peu répétitif. Puis des fois, je savais même plus qui parlait. Ben, comme quoi, ce n'est pas tout le monde qui peut devenir un écrivain. Non, mais non. C'était intéressant, mais je pense que vous pouvez skipper ce livre. Je l'ai lu pour vous et je vais vous le raconter maintenant dans ce podcast. Yay! Tant mieux. Alors, flashback. Le 27 décembre 1985, une attaque terroriste a lieu devant les guichets de la compagnie israélienne El Al dans l'aéroport Léonard de Vinci à Rome. Perpétrée par 4 hommes armés de fusils et de grenades, l'attentat va faire 12 morts et 99 blessés. Parmi les victimes, on retrouve Donato Miranda Costa, l'attaché militaire du Mexique à Rome.
Si les services de sécurité de l'aéroport parviennent à abattre 3 des 4 terroristes, le seul survivant affirmera être un combattant palestinien avant de sombrer dans l'inconscient. C'est finalement le Fatah Conseil révolutionnaire du Palestinien Abou Nidal qui revendiquera l'attaque en représailles du bombardement par Israël du quartier général de l'OLP à Tunis le 1er octobre 1985. Heureusement pour elle, les sœurs Micheline et Laurence Lévesque étaient toujours en Inde au moment de la tragédie. Elles seraient cependant forcées de changer leur réservation et étaient loin de se douter que si elles avaient évité un drame, elles en connaîtraient bientôt un autre, bien différent. Avant de nous diriger vers la chaleur de l'Inde, nous allons faire un retour en arrière au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On salue les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous sommes un vendredi soir, au mois de février 1985. Micheline Lévesque se rend avec ses collègues de la polyvalente Arvida à l'hôtel Jean Dequin pour un petit 5 à 7. Oh! Oh oh! Une fois le repas terminé et ses collègues rentrés à la maison, Micheline décide que la soirée est encore jeune puis qu'elle a envie d'étirer ça encore un petit peu. Alors elle va s'installer au bar pour déguster un flotteur qui n'est pas une root beer avec une boule de crème glacée, mais bien un cognac soda. What? Ça s'appelle un flotteur? Apparemment, moi aussi, j'étais sûre qu'un flotteur, c'est de la root beer avec la crème glacée. Mais... Ben, moi aussi! Je trouvais ça très beau et innocent. Ah, ok, d'abord. Et là, dans une scène digne d'un film de Humphrey Bogart, un homme s'approche d'elle afin d'allumer la cigarette qu'elle vient de glisser à ses lèvres. Oh là 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 là. Dans la quarantaine, grand, costaud, beau parleur, élégant, il se présente, Sylvain Roy. James Bond. Oh oh oh! Seule note discordante dans ce portrait de méchant beau monsieur. Un peu comme Corey Hart, il porte des sunglasses at night et en dedans. Oh. Sylvain et Micheline entament une discussion. Ça donne que les deux sont des grands voyageurs. Et Sylvain travaille comme agent de voyage. Oh! Minuit sonne et Micheline décide de rentrer chez elle avant que sa voiture devienne une citrouille. Bien sûr. Déclinant l'offre de Sylvain de la raccompagner chez elle, nudge nudge wink wink, elle accepte cependant sa carte d'affaires, qu'elle décrit comme de qualité supérieure, là pouvez-vous jouer la scène d'American Psycho dans votre tête, et dont l'indicatif régional se situe dans le 514. Oh là là, il vient de loin. Le monsieur, il est allé pas mal loin pour ramasser du poon. Des fois, c'est ça qu'il faut. Mais écoute. Get the good poon of the Saguenay. Ah, the good poon, il faut s'éloigner pour le trouver, il est rare. Mm-hmm. De leur propre aveu, Micheline et Laurence Lévesque mènent des vies plutôt rangées. Laurence est à la retraite et Micheline enseigne le français à la polyvalente Arvida. Ah, je pensais qu'elle était une étudiante. Je comprenais pas. Non, elle enseigne. Elle enseigne. Quel âge ont-elles? Laurence a 57 ans et Micheline 54. Oh my god, méga cougar, le monsieur dans la quarantaine. Ouais. Oh! Good for her. Je suis contente de savoir qu'à l'époque, à 57 ans, tu peux prendre ta retraite. C'est Liberté 55, hein? C'est ça. Oh oui, c'était commun. Mm-hmm. Aujourd'hui, tu peux prendre ta retraite à 45 ans si tu fais bien tes affaires. Je disais ça comme ça. Non pas que je vous encourage à faire ça, c'est pas que vous trouviez le temps long après. Ça se pourrait, mais nous deux travailleuses autonomes, on ne prendra pas notre retraite à 45 ans. Non, t'as pas l'intention de faire ça? Non. Ça dépend si mes livres, ils se vendent vraiment beaucoup pis que je deviens super riche comme Stephen King. Yes! Moi, j'ai confiance en toi. Yeah! Et que ce podcast devient gigantesque. Pis qu'on fasse des millions de dollars par mois sur Patreon. Yes, catching! Catching! Alors, Micheline et Laurence, l'été, elles se rendent à leur chalet des Laurentides pour, et je les cite, « voir pousser l'herbe, manger à des heures incongrues et passer l'aspirateur la nuit. » Hey, un peu plus, pis tu manges un bol de spaghettes sur un divan en microfibre blanc. Tu parles d'une liste de... Go crazy! Go crazy! Go crazy! Passe la balayeuse quand il fait noir!
Tu vois même pas la poussière à terre! C'est juste pour le fun, je vois même pas la poussière. Ok. Oui, là, je vais aborder dans leur sens. Ça sonne effectivement comme une vie assez rangée ici. Leur idea of a good time, c'est on va passer à la les amis. Avec une lampe sur la tête. Écoute, mon chat, il verrait fou, là. Oui! Oh mon Dieu. C'est aussi pendant cette période que les sœurs en profitent pour consulter des catalogues de voyage, parce que tu sais, à l'époque, il n'y avait pas d'internet, tu regardais des catalogues pour choisir ton pays, puis là, tu le commandais. Tu commandais ton pays? Oui, tu commandes ton pays. Ah. Puis il est livré chez vous. Prendre un petit Mexique avec un site de Portugal. Puis de la petite sauce barbecue pour aller avec. Et elles en profitaient pour choisir leur prochaine destination pour la seule grosse dépense qu'elles s'offraient annuellement. Un gros voyage pendant le temps des fêtes. Oh! Parfois, les sœurs ont de la compagnie. Sylvie Roy, la fille de Micheline. Puis là, s'il y a des gens à la maison qui crient « Sylvain Roy, Sylvie Roy », inquiétez-vous pas, je vais revenir là-dessus. C'est ça que j'allais crier. Assoyez-vous, inquiétez-vous pas, on va y revenir. Est-ce que c'est parce que Roy est un nom vraiment commun au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Je pense que oui. Cool. Tu sais, je m'appelle Côté, on s'entend que je suis pas bien placée pour parler contre le monde qui ont le même nom que le reste des gens. C'est ça. Moi, je m'appelle Audrey. En juillet 1985, Sylvie vient passer 10 jours avec sa mère et sa tante au chalet des Laurentides. Pendant son séjour, la jeune femme parle avec Micheline et Laurence de sa vie, de ses problèmes de drogue et de son métier de danseuse. What? La fille de Micheline? La fille de Micheline était danseuse à Ah, je Montréal. m'attendais pas à ça pantoute, là. Avec l'histoire de passer la balayeuse la nuit. Ok, oui. Mais on ne juge pas ça, c'est un emploi. Et c'est très correct. Non, c'est juste surprenant avec la vie rangée de la mère, là. Je m'attendais pas à ce que sa fille soit une espèce de femme de débauche. J'aime ça les euphémismes. En autant qu'elle danse pas avec un diplôme de l'UQAM en arrière d'elle. Oh boy. Et là, parce que le slut-shaming et le sex positivity en 1985, on n'en avait pas entendu parler. Non, du tout. Les sœurs ont du mal à comprendre pourquoi Sylvie pratique un tel métier. Okay. Elle qui venait d'hériter de son père. Parce que oui, le conjoint de Micheline était décédé quelques années auparavant. Sylvie, elle avait alors 25 ans et elle vivait à Montréal, la ville du démon et de tous les vices. Oui. Selon ses dires, Micheline était heureuse que sa fille vienne séjourner au chalet. Et là, je la cite. Elle pouvait passer 10 jours sans prendre de drogue. Il nous arrivait même de penser qu'elle avait décidé de s'éloigner de cette servitude. Restait son milieu de travail malfamé. Avec le temps, peut-être réussirions-nous à la convaincre de se consacrer exclusivement à ses études. Ainsi, les sœurs se décrivaient comme humiliées par les décisions de Sylvie, mais elles affirmaient tout de même que leur porte, tout comme leur cœur, demeurait ouvert à la pauvre Sylvie. Ah, c'est gentil de leur part. Ouais, je sais. C'est gentil. Un petit peu moins de jugement serait le fun, mais écoute, hein. Cet été-là, Sylvie, comme j'ai dit, qui venait d'hériter de son père, Micheline, pour sa part, par exemple, elle avait rien hérité parce qu'ils avaient divorcé quelques années avant la mort de son conjoint, donc elle n'était pas dans son testament. Ah, maudite affaire. Sylvie, elle a affirmé de nouveau à sa mère qu'elle voulait la gâter en lui offrant un voyage en cadeau. Donc, elle voulait payer le voyage de sa mère cette année-là. Mais là, Sylvie, elle trouvait que l'Inde, c'était un petit peu cher. Surtout à l'époque, ça devait être un gros voyage en 1985, là. Ça devait être épouvantable de se rendre là-bas, là. Ça l'est encore aujourd'hui. Alors, elle offre plutôt à sa mère de l'accompagner à la Barbade. Nice. Mais Micheline, elle refuse parce que les plages, c'est wash. Oui. Tu sais, là, avoir du sable dans le péteux, ça gosse. Puis il fait chaud, puis il faut que tu sois en maillot de bain. Arc. Mais là, par chance, Micheline, elle s'est rappelée de son bel et faible Sylvain Roy, le charmant inconnu du bar de l'hôtel Jean de Quin. En plus d'être agent de voyage, celui-ci se décrivait comme un expert de l'Inde. Whatever the hell that is. Grâce à Sylvain Roy, les sœurs choisissent un trajet via Alitalia, qui comporte une escale à Rome sur le chemin du retour. De son côté, Sylvie discute avec un ami
André Ganim, un monsieur pas shady pour Saint-Saëns. Ganim? Ganim. G-H-A-N-I-M-E. Ganim. Ah, ok. Un monsieur pas shady pour Saint-Saëns qui affirme avoir des contacts à Toronto et être en mesure d'obtenir les billets pour moins de 2000 $. Wow! Sylvain Roy réserve les billets et les sœurs Lévesque s'en sortent avec une facture de 1700 $ chacune. Monsieur Roy en profite également pour recommander à Micheline les chaînes d'hôtels Sheraton, Hyatt ou Taj et propose de rencontrer les sœurs sur place puisque lui-même devait être en Inde du 22 décembre au 15 janvier. Pour leur part, les sœurs Lévesque quitteraient Montréal pour Delhi le 14 décembre et séjourneraient à Rome du 2 au 7 janvier. Le jeudi 12 décembre 1985, Micheline et Laurence montent à bord du bus Arvida Montréal pour séjourner chez Sylvie avant leur voyage. Le lendemain, les sœurs sont épuisées et une tempête de neige fait rage à l'extérieur. Micheline et Laurence décident de se reposer chez Sylvie et mettent cette dernière en charge de leur procurer des roupies et un médicament contre la malaria. C'est important quand même. Je t'ai acheté des Tylenol, ça va faire l'affaire. Okay. Pendant que Sylvie fait des petites emplettes en prévision du voyage, sa mère et sa tante ignorent qu'à ce moment-là, Sylvie, elle n'est jamais entrée en contact avec le fameux Sylvain et elle n'a encore eu aucune nouvelle d'André au sujet des billets d'avion. Alors les sœurs n'ont pas encore de billets pour aller en Inde. Oh! Mais là, ils sont 2 jours avant leur voyage? Oui, ils sont juste avant le voyage. Là. Oh non, ok. Ça va pas bien. Le soir, elle se rend chez André Ganim pour exiger des nouvelles. Celui-ci inscrit un nom à consonance italienne et un numéro de téléphone sur un carton d'allumettes et lui donne pour instruction de demander ce monsieur-là pour obtenir des billets. Puisqu'André est un dealer de cocaïne, by the way, il refusait que Sylvie utilise son propre téléphone pour passer un appel interurbain. Je vois pas le rapport. Mais je vends pas de coke non plus, fait que je sais pas comment ça marche. Mais c'est pas comme si... je refuse que tu utilises mon téléphone pour appeler la police. Là, c'est pour passer un appel interurbain. Mais en même temps, avec ce qui va se passer par la suite, je pense qu'on va comprendre pourquoi il voulait pas qu'elle prenne ce téléphone-là. Sylvie a donc dû se rendre au restaurant du rez-de-chaussée pour utiliser leur téléphone et obtenir les billets, puis peut-être se prendre un side de chicken wing tant qu'elle est là. Nice. C'est lorsqu'elle retourne chez André que celui-ci va offrir à Sylvie d'acheter des valises rouges Samsonite pour 100 $. Une véritable aubaine! Mais là, ils étaient déjà venus à Montréal, là, les deux madames. Ils avaient déjà leur propre valise. Oui, mais là, c'est des belles valises neuves. Samsonite. Yes. C'est une bonne marque. Un autre obstacle s'est mis entre les sœurs Lévesque et l'Inde. Leur visa était retenu au bureau Purolator de Boucherville. Oh non! De retour chez elle, Sylvie demande à sa mère de l'accompagner afin d'aller les récupérer. Une fois la chose faite, Sylvie propose à Micheline de s'arrêter dans un bar du Vieux-Montréal pour enfin lui présenter André Ganim, que ça faisait déjà 2 ans qu'elle connaissait et qu'elle en parlait à sa mère, puis ils s'étaient jamais rencontrés. Micheline a accepté la proposition et elle s'est rendue dans un restaurant du carré Saint-Jacques. En plus de la faire rencontrer André Ganim, Micheline a fait la rencontre de Jacques Beauchesne, un ami d'André. Puis là, parce que le hasard fait bien les choses, Jacques, lui aussi, il avait prévu se rendre en Inde pendant ce temps-là. C'est donc ben louche! J'ai hâte de savoir ce qui va arriver. Il a proposé à Micheline de lui servir de guide sur place. Mais Micheline, elle filait pas trop le monsieur, alors elle a refusé son offre, et même si Micheline, elle appréciait pas particulièrement la compagnie ni d'André ni de Jacques, la soirée s'est étirée jusqu'à 5 heures du matin. Mon Dieu! Oui. Parce que moi aussi, quand le lendemain je pars en voyage, je reste réveillée jusqu'à 6 heures du matin. Ça m'arrive tout le temps. À 15 heures, le 14 décembre 1985, les sœurs Lévesque partent pour l'Inde, un pays qu'elles décrivent dans les valises rouges comme étant la misère, la pauvreté, la maladie, l'ignorance, les sans-abri, les raz-de-marée, les inondations, des milliers de vaches inutiles et des singes pilleurs qui dévastent les champs, tandis que des millions d'Indiens meurent de faim chaque année. J'ai envie de dire mon expression fétiche « big if true ». Moi, c'est surtout, je lisais leur description pis je suis comme... Toute une affirmation!
J'étais comme, mais pourquoi vous êtes allés? Pour aller voir les... Mais moi, c'est l'affaire des vaches inutiles qui me dérange, là. Les vaches sont pas inutiles, elles sont sacrées, OK? Mais, ouais, non, effectivement, c'est pour aller observer les singes qui pillent les champs, j'imagine. Ils voulaient voir ça. Puis leur dire, hey! C'est très dangereux, les singes en Inde, hein? Approchez pas ça. Si vous voyez un singe dans la vie, premièrement, vous êtes probablement pas à Montréal. Deuxièmement, approchez-le pas. Puis, s'il vous vole la banane, là, que vous avez dans votre poche, là, laissez-lui. Vous allez en avoir une autre. Ça vaut pas le prix de peut-être pogner la rage. Voilà. C'est mon PSA sur les animaux sauvages. Si vous voyez un singe, approchez-le pas. Merci. Les sœurs Lévesque, c'est la coule douce en Inde jusqu'au 28 décembre où un appel du fameux Sylvain Roy va venir perturber le long fleuve tranquille de ces deux boomers en vacances. Mm-hmm. Celui-ci leur annonce que l'aéroport de Rome a été victime d'un attentat qui perturbe grandement le trafic aérien de la région. À ce moment, Sylvain n'est pas convaincu que Micheline et Laurence vont parvenir à quitter Delhi le 2 janvier comme elles avaient prévu pour aller à Rome. Alors il va leur donner pour instruction d'aller au comptoir d'Alitalia à l'aéroport de Delhi pour faire vérifier leur billet d'avion au cas où leur départ avait été différé. Le lendemain, les sœurs vont apprendre qu'en effet elles ne pourront pas quitter Delhi le 2 janvier parce que non seulement l'avion est complet, mais en plus, il n'y a aucune réservation qui a été faite au nom des sœurs Lévesque. Oh mon Dieu! Oubli ou machination? Moi, je vote pour machination. 5 piastres. Les sœurs, par contre, ça les dérange pas tant que ça de pas aller à Rome finalement parce qu'elles avaient déjà été à Rome par le passé. Alors, elles sont enchantées de pouvoir rester plus longtemps en Inde avec les enfants pouilleux, la maladie, la pauvreté et les bébés. Et les vaches sacrées. Le soir, Micheline téléphone à Sylvain pour l'informer qu'elles changent leur plan. Elles vont plutôt passer une semaine à Bénarès, et suite aux recommandations de Sylvain Roy, elles vont séjourner à l'hôtel du Taj Gange, réputé pour être un site privilégié dans la ville sainte. Question de voyager léger, Laurence et Micheline ont décidé de déposer 2 valises en consigne à l'aéroport, soit les valises rouges Samsonite. Mais pourquoi ils les avaient emmenées? Dans le fond, Micheline a changé de d'accord. qu'elle les aimait mieux. Il était belle pis il était rouge. Plein de place! Regarde, je peux m'asseoir dedans! Yeah! Mm-hmm! Yeah! Les valises contenaient les vêtements qu'elles avaient apportés en prévision de leur séjour à Rome et les souvenirs et cadeaux qu'elles avaient l'intention d'offrir à leur entourage. Mm-hmm. En entrevue avec le Nouvel Observateur, Micheline va expliquer qu'elles avaient décidé de laisser les valises rouges à Delhi parce qu'elles étaient rigides et lourdes, tandis que les valises de Laurence étaient en tissu et donc légères et élastiques. Mm-hmm. Plein de bienveillance, le mystérieux Sylvain Roy a proposé aux sœurs de garder les valises pendant leur absence pour leur éviter de perdre une demi-journée de voyagement en plus des frais de taxi. Les sœurs ont accepté, et le lendemain, c'est Micheline qui s'est rendue chez Sylvain avec Bella, un ami indien de celui-ci, pour s'assurer que les valises étaient arrivées à bon port. Laurence, qui aurait bien aimé rencontrer Sylvain, a cependant dû rester derrière parce que le personnel de l'hôtel avait un petit peu paniqué en voyant les 2 sœurs sortir de l'hôtel avec des valises sans payer. Mm-hmm. Les sœurs vont se rendre à Bénarès et elles reviennent à Delhi le 5 janvier pour effectuer leurs derniers achats avant le départ et pour récupérer les fameuses valises rouges qui avaient été laissées au bon soin de Sylvain Roy. Cette fois-ci, les sœurs vont loger au Sheraton pour se rapprocher de l'aéroport et de Sylvain qui, supposément, y était lui aussi. Suite à leur arrivée à 18h, les sœurs ont tenté d'entrer en contact avec Sylvain, mais on les informe que celui-ci est absent. Mm-hmm. Les sœurs ne s'inquiètent pas, elles se disent que Sylvain est tout simplement parti accompagner une autre troupe de voyageurs dans les rues de Delhi, et elles préviennent la réception qu'elles sortent pour souper et de les aviser si Sylvain tente d'entrer en contact avec elles. À leur retour à 22h30, elles trouvent un billet sous la porte de leur chambre, « Je téléphonerai à nouveau ». Et ce billet est signé par un certain Jack. Très mystérieux. Au même moment, le téléphone sonne et c'est Micheline qui répond. À l'autre bout du fil, c'est Sylvain qui l'informe qu'il est épuisé et qu'il va passer la nuit chez Bella. Micheline va donc se rendre seule chez Bella à bord d'un taxi et Laurence reste encore derrière pour finir les valises. Selon Micheline, Sylvain l'attendait sur le trottoir et aurait lui-même placé les valises dans le coffre du taxi. Celui-ci s'est alors excusé auprès de Micheline pour l'avoir fait attendre comme ça et lui souhaite un bon voyage de retour en lui promettant qu'il va prendre de ses nouvelles une fois qu'elle allait rentrer à Montréal. Mais c'était un mensonge! Ceci serait sa dernière interaction entre Micheline et Sylvain.
Maintenant, on est le 7 janvier 1986, et c'est au milieu de la nuit que les sœurs Lévesque vont quitter Delhi à destination de Rome, où elles vont ensuite prendre un avion en direction de Montréal. Malheureusement, le vol Delhi-Rome accuse du retard, et les sœurs vont rater leur vol pour Montréal. Coudon, ça va bien mal. Ça va pas bien. Grandes voyageuses, elles sont pas inquiètes. Elles sont juste un petit peu bummed out parce que Micheline travaille le lendemain et qu'à leur arrivée à Montréal, elles devront prendre un autobus en direction de Jonquière. Il leur restait encore plusieurs heures de voyage avant de rentrer chez elles. À ce moment-là, elles pensent que c'est environ 16 heures qui les séparent de leur domicile. Elles sont loin de se douter que c'est plutôt 9816 heures qui les séparent de leur domicile. C'est 409 jours, j'ai fait le calcul. Les sœurs, elles s'installent sur un banc et elles patientent pendant que les employés d'Alitalia leur magasinent des nouveaux sièges. 20 minutes plus tard, des hommes viennent chercher Micheline et Laurence à bord d'un kart de golf pour les emmener dans une autre section de l'aéroport où on va se charger de leur trouver un vol pour Montréal. Heureuses que des beaux Italiens les manhandlent de même, les sœurs suivent les employés de l'aéroport dans une petite salle vide, sauf pour 2 valises rouges en plastique de marque Samsonite. Les valises de Micheline. Croyant d'abord que les employés voulaient les aider à rentrer chez elles plus rapidement, Laurence s'est empressée de décrire ses propres valises aux employés qui les avaient accompagnés et ceux-ci se précipitent à l'extérieur pour rattraper l'avion qui s'apprêtait à décoller avec ses valises. À ce moment, les sœurs sont émerveillées par la qualité du service qu'on leur prodigue. Hey, wow, un petit Negroni aussi, tant qu'à y être! Tandis que les sœurs jasent de leurs plans si jamais elles doivent rester à Rome pour la nuit, elles se rendent compte que l'atmosphère dans la petite pièce vient de changer un petit peu. Des hommes en uniforme font leur entrée en fixant les sœurs. Bientôt, il y a 14 hommes qui observent les valises des sœurs, particulièrement les Samsonites rouges. Exaspérées, Micheline et Laurence se retiennent à peine de leur dire de se calmer, qu'il n'y a pas de bombe dans leurs valises. En passant, ne faites jamais cette blague dans un aéroport. Un douanier réclame alors les clés des valises, accompagné par un carabinier qui met les sœurs en joue. Ce sont d'abord les valises de Laurence qui seront fouillées. Les vêtements, les souvenirs, les brosses à dents, alouettes, tout vole à travers la pièce. Les brassières de l'époque en plus, tout est clean. Vint ensuite le tour des valises rouges. Cette fois, on sort l'artillerie lourde, des barres de fer, des pinces. Les hommes s'affairent à démantibuler les valises de Micheline cachées derrière un écran. Soudain, un cri de triomphe. Les hommes s'écartent et à leurs pieds, des valises éventrées, une doublure déchirée, un cadre de métal arraché et des petits sachets de plastique remplis de poudre blanche. Oh non! Le 7 janvier 1986, à 12h30, le service douanier de l'aéroport de Rome procède à l'arrestation de Micheline et Laurence Lévesque pour possession d'environ 6,5 kilos d'héroïne, qui avait été dissimulée dans le double fond des valises rouges de marque Samsonite. Oh mon Dieu, 6,5 kilos! Mon Dieu, c'est beaucoup! Elles devront alors attendre leur procès au terme duquel elles pourraient écoper d'une peine de prison de 15 ans. Oh! Et là, Catherine, laisse-moi te lire la description, ma foi colorée, que les sœurs font de leur arrestation. Oui, vas-y fort. 14 individus et un chien policier nous jetaient des regards méprisants, tout en continuant à pousser leurs cris de victoire, de quoi pavoiser en caressant l'espoir d'une promotion. Devant les félicitations de ses collègues, le responsable de notre arrestation en perdit presque la tête. Il ira jusqu'à se vanter d'avoir décelé au pif 2 valises suspectes parmi le lot de quelques 800 valises entassées pêle-mêle sur le tapis roulant. La plus féroce de tous, celle dont nous sentions davantage l'attitude de dégueulasse, c'était la seule femme de l'équipe, un dragon en jupon. Et le plus sympathique nous parut le policier à 4 pattes. What? Le chien. Oh! Non, il y avait pas un policier à 4 pattes. Okay. Au moins dans son regard à lui, nous ne lisions ni arrogance ni condamnation. Non, c'est un chien. Au commissariat, le gros porc voulut nous interdire de prendre nos sacs à main, mais son supérieur intervint. 2 nouveaux fonctionnaires commencèrent à nous questionner sur notre état civil et notre profession.
En entendant Laurence déclarer qu'elle était célibataire et diplômée d'université, ils s'esclaffèrent d'une façon si insultante que nous n'en revenions pas. Voilà, c'était la description de l'arrestation des Sœurs Lévesque par les Sœurs Lévesque. C'est très bon. Les gros porcs, j'en reviens pas qu'ils ont dit ça, j'en reviens pas. Une fois écrouées, les Sœurs Lévesque furent menées à la prison de Rebibbia, une prison pour femmes pouvant recevoir environ 200 détenus. Rebibbia. À Jonquière, la nouvelle de l'arrestation des Sœurs Lévesque sème la consternation. Yvon Perron, directeur de la polyvalente où Micheline enseigne le français et où Laurence avait travaillé comme directrice des services d'enseignement, déclare en entrevue qu'il est tout simplement impossible que les sœurs soient coupables d'un tel crime. Elles sont toutes les deux des femmes respectées par la communauté, en plus d'être des voyageuses expérimentées. Même si les opinions divergent, Perron, d'autres connaissances des Sœurs Lévesque, des membres des syndicats de profs et des parents d'élèves, et près de 100 députés de l'Assemblée nationale, oui, sont persuadés qu'il s'agit d'une machination et vont entreprendre de faire parvenir des lettres d'intercession au consul du Canada en Italie pour témoigner en faveur des Sœurs Lévesque. Non, ils sont bien blood, faites pas ça. C'est d'ailleurs probablement ces témoignages de bonne foi qui vont permettre aux sœurs d'être transférées de la prison de Rebibbia à la maison des Pères Trinitaires où elles ont été mises en arrêt à domicile. Ah! Moins bien. Dirigée par le père Armand Gagné, lui-même originaire de la baie, la maison des Pères Trinitaires vient en aide aux chrétiens persécutés. Ok, ben c'est ça, j'étais comment? Il vient du magasin de la baie. Mais c'est ça, fait qu'il est parti du Québec, puis il est allé... Puis il vivait en Italie pour runner la maison des pères. Ouais, j'imagine que c'est comme un missionnaire. D'accord. Ils ont pas rapatrié les Sœurs Lévesque au Québec pour les incarcérer dans un autre établissement. Non, ils sont en prison en Italie. En Italie, ciao. Puis il aimait pas ça, parce qu'il aimait pas ça les pâtes. Oh non, pour vrai? Il y avait écrit dans le livre qu'il aimait pas les pâtes, puis j'étais comme... Mais c'est qui aime pas les pâtes? C'est ça. Ok. Étouffez-vous tous et toutes ceux qui n'aiment pas les pâtes. C'est bon, les pâtes. C'est très bon, les pâtes. Il y en a pour tous les goûts. Mais là, elles vont avoir une autre aide du Québec, en la personne de Claude F. Archambault, un avocat de Montréal, qui se faisait photographier avec les sœurs, rapportait de leurs nouvelles au Québec, et faisait absolument aucune job d'avocat parce que ça te prend une licence pour pratiquer en Italie, monsieur Archambault. Ah, ok. C'était juste un gros coup de pub pour monsieur Archambault. Mais étais-tu obligé d'avoir un avocat italien dans ce cas-là? Oui. Ciao. L'avocato. Oui, et je vais vous le présenter maintenant. Oh. C'est le maître Francesco Saraca qui va défendre les Sœurs Lévesque devant le juge Messiani, qui doute de la version des faits présentée par Micheline. Mais non, pourquoi? Plus précisément, il doute de la nature de la relation entre Micheline et le suave Sylvain Roy. En effet, il soupçonne Micheline d'avoir accepté de transporter de la drogue dans ses valises par amour pour Monsieur Roy. Micheline va cependant insister que non, elle n'entretient aucun sentiment tendre à l'endroit de Sylvain Roy. Celui-ci est son agent de voyage, point final. Acceptant que Micheline avait swipe left sur Sylvain Roy, le juge Messiani demande ensuite les coordonnées du fameux Sylvain Roy pour l'interroger. Ben, ça pourrait être bien. Malheureusement, Micheline, elle a beau passer ses valises au peigne fin, elle ne retrouvera jamais la carte d'affaires de Sylvain. Tout ce qu'elle parvient à retrouver, c'est un calepin où elle avait noté le numéro de téléphone de l'hôtel Sheraton, où avait résidé Sylvain, et son numéro de chambre. Ce qui est déjà quelque chose. Oui, c'est ça que j'allais dire. Ça peut quand même s'avérer utile. Au Canada, la GRC mène son enquête en interrogeant Sylvie Roy, la fille de Micheline. C'est au restaurant Prévert de Greenfield Park que Sylvie va apprendre aux agents de la GRC que c'était elle qui s'était procuré les billets pour l'Inde à titre de cadeau de Noël pour sa mère, après avoir hérité de son père. Elle cache cependant pas aux agents qu'elle a eu recours à l'aide de son ami André Ganim pour obtenir le billet parce qu'elle trouvait que les prix offerts par les agences de voyage étaient franchement exorbitants. Mais là, André Ganim, c'était un personnage assez connu par la GRC. Oh là là! Il avait été arrêté en 1979 pour vente d'héroïne, sentencé en 1980 à 6 ans de prison pour possession de 2 onces d'héroïne, et 60 000 $ en argent comptant avaient été saisis à son appartement.
Ganim fournissait également régulièrement Sylvie en cocaïne. Pas de jugement. Sylvie, elle a remis aux agents de la GRC un télégramme de Jacques Beauchesne le 25 décembre 1985 qui indiquait simplement « I stay Sheraton till 25 ». Les agents de la GRC ont donc dépêché des patrouilles pour placer Ganim et Beauchesne sous surveillance. En vain, car les deux individus semblent avoir déserté leurs logements respectifs, laissant derrière eux leurs effets personnels et le loyer impayé. La GRC a même tenté d'obtenir un mandat de perquisition à l'aide du numéro de passeport de Jacques Beauchesne, mais celui-ci s'est avéré être un faux. Oh! Si la GRC commence à se faire une idée de ce qui a pu se passer en coulisses, il y a des questions qui demeurent en suspens. Moi, j'en ai un maudit des questions, c'est ça que j'allais dire. Pourquoi les sœurs insistent sur le fameux Sylvain Roy qui aurait organisé leur voyage pendant que Sylvie, elle jure up and down que c'est elle et André qui ont été en charge de l'organisation? Et c'est quoi le niveau de responsabilité de Sylvie dans toute cette affaire-là? Attends, t'es-tu en train d'insinuer que Sylvain Roy existe pas vraiment? Pis il était juste comme, c'est qui a organisé ton voyage? Pis là, elle a commencé à dire Sylvain Roy. Pas ma fille Sylvie, Sylvain. C'est ça que t'es en train d'insinuer? C'est pas mal ce que la prosecution en Italie va avoir comme conclusion. Alors, après tout, les sœurs, elles seraient jamais entrées en contact avec André Ganim et Jacques Beauchesne sans Sylvie. Ouais. Aussi, la ressemblance entre les noms Sylvain Roy et Sylvie Roy, elle a échappé à personne. Témoigne d'un franchement manque de créativité. D'originalité. Un grand manque de créativité. Et là, de retour en Italie, à plusieurs reprises, le juge Missiani va donner l'opportunité à Micheline d'admettre qu'elle a créé de toutes pièces le personnage de Sylvain pour protéger sa fille des autorités. En Italie, selon la loi, une personne qui a menti pour protéger un membre de sa famille ne sera pas accusée de parjure si elle l'admet. Oh, ok. Et là, Micheline, elle va répondre « Non, monsieur le juge, je n'ai rien de la mère noble. Weird flex, but ok. » Ben, ouais, c'est ça. On dirait que c'est pas un compliment. Je suis pas une bonne mère, monsieur. J'aurais jamais fait ça, je suis pas une bonne mère. Je juge constamment ma fille parce qu'elle est danseuse exotique. Et elle va rajouter « Trouvez la trace de Sylvain Roy et vous aurez la clé de l'énigme. » Je vais vous laisser deviner que le juge, il a pas particulièrement tripé à ce que Micheline, elle s'exprime comme le père Foura pendant son interrogatoire. Non. Ouais, ben, je peux bien comprendre ça, effectivement. Par ailleurs, quand on va essayer de retrouver Sylvain Roy à l'hôtel en Inde, on va absolument rien trouver. Pour vrai? Mais sa chambre d'hôtel au Sheraton? On n'a pas trouvé non plus. Ben voyons donc. Pas de chambre d'hôtel avait été réservée au nom de Sylvain Roy. Je ne sais plus quoi croire! Quelle confusion! Alors, le 12 février 1986 va débuter le procès des sœurs Lévesque. Mon Dieu, c'est rapide? C'est que ça a pris 1 mois à peu près. Non, elles ont été arrêtées en 85, puis on est en 86. Ah, excuse-moi, je pensais que t'avais dit tantôt qu'il était censé revenir genre le 2 janvier 86. 85. Ou je me suis peut-être trompée, je d'accord. m'excuse, listeners. Parfait, non, ça a pris du temps. C'est correct, parce que je me demandais, tu sais, ce cher Benoît Gay dont on parlait la semaine passée, il avait attendu 1 an son procès, lui, je me disais, oh mon Dieu, il niaise pas avec la POC en Italie. En Italie, c'est comme schlick, schlick, schlick. On a d'autres choses à faire, on a des pastas. Le 12 février 1986 va débuter le procès des sœurs Lévesque. Présidé par le juge Infelici, les choses augurent mal pour Micheline et Laurence, parce que le juge Infelici, il a épousé la théorie du juge Missiani, comme quoi Sylvain Roy est un personnage de fiction. Et en plus, le juge Infelici, il a des enfants, et il a une peur morbide que ceux-ci prennent un jour de la drogue. Okay. C'était mentionné dans le livre et j'ai trouvé ça comme ok. C'est très intéressant comme détail à mentionner, effectivement. Micheline, elle vous comprend, monsieur Infelici. Ah, yes, elle est pas d'accord avec ça, la drogue. Alors, selon Maître Saraka, le juge Infelici se montre toujours particulièrement dur à l'endroit des criminels qui sont liés de près ou de loin au trafic des stupéfiants en Italie. Alors, parce que personne ne croit à l'existence de Sylvain Roy, Maître Saraka va l'écarter de son plaidoyer et il va plutôt mettre l'accent sur la confusion qui régnait autour de l'achat des billets pour l'Inde. Alors, il va démontrer qu'il y a des inconsistances auxquelles la prosecution n'avait pas prêté attention parce qu'ils étaient trop occupés à courir après Sylvain Roy. Alors, Maître Saraka, il va démontrer que les numéros des billets d'avion des sœurs Lévesque ne correspondaient pas au numéro qui est inscrit sur le bon de réservation qu'elles avaient reçu. OK. Alors, elles avaient un bon de réservation, des billets, puis les numéros étaient pas les mêmes.
Ouais. En plus, sur le bon de réservation, le numéro de carte de crédit, ce n'était pas celui de Laurence. Ce qui veut dire... Que c'est pas elles qui ont acheté ces billets-là. C'est les billets qui leur ont été donnés, mais c'est pas elles qui les avaient achetés. La signature, au bas du bon de réservation, elles ne savent pas c'est à qui cette signature-là. C'est une signature inconnue. Silvanore. Selon Maître Saraka, le tout était une mise en scène qui visait à faire croire à Sylvie qu'elle avait acheté le billet de sa mère, alors qu'en réalité, c'est André qui avait tout mis en place pour que les billets soient achetés par un tiers à Toronto. Après tout, les billets, ils ont jamais été physiquement en la possession d'André. Il s'est contenté de donner un numéro de téléphone à Sylvie en lui précisant de dire son nom à la personne à qui elle allait parler à l'autre bout du fil. Je comprends rien, je suis désolée. Dans le fond, Je suis tweet, là! Ok, vas-y. dans le fond, c'est que André, il a dit à Sylvie, je vais acheter les billets pour toi. Ouais, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que ça prouve? C'est que André disait qu'il y avait des contacts pour qu'elle ait un meilleur prix. Ouais. Mais André, il a pas acheté des billets, il a donné un numéro de téléphone à Sylvie. Sylvie, elle a parlé à quelqu'un à Toronto. C'est quelqu'un qui a organisé leur voyage pour elle dans leur dos. C'était probablement aussi pour les marquer pendant leur voyage. Ah! Parce que je me disais, c'est bien beau, là. C'est bien beau qu'ils ont pas acheté leurs billets d'avion, là. Mais ils sont pas emprisonnés parce qu'ils ont acheté des billets d'avion. Ils sont emprisonnés parce qu'il y avait la petite poudre dans leur valise. Mais je vais vous avouer que moi-même, quand je lisais, j'avais de la misère à suivre cet argument-là. Mais il y a d'autres arguments un petit peu plus clairs. Ok, go. Shoot. L'autre point qui va être défendu par Maître Saraka, c'est le comportement des sœurs Lévesque quand elles sont arrêtées. Mm-hmm. En effet, si celles-ci, elles avaient eu conscience qu'elles transportaient une substance illégale, est-ce qu'elles auraient utilisé des valises aussi voyantes, donc des grosses valises en plastique rouge, et qui étaient clairement identifiées à leur nom? En plus, quand on a fouillé les valises, elles étaient déjà débarrées. Mm-hmm. Si elles avaient eu conscience d'avoir quelque chose à cacher, elles auraient probablement fait un effort de plus pour s'assurer que les valises soient jamais ouvertes. Alors, selon une déclaration produite par l'officier supérieur de l'aéroport de Rome, en effet, ce comportement-là cadrait pas vraiment avec le comportement des gens qui essayent de passer des substances illégales. Ouais, ok. Ensuite, il y a la question de la longue soirée qui avait été passée dans le Vieux-Montréal la veille du départ des sœurs Lévesque. Selon Maître Saraka, cette soirée-là, elle avait eu un but. C'était de présenter visuellement Micheline à Jacques pour que celui-ci puisse l'identifier une fois qu'elle allait être en main, donc qu'il sache visuellement de quoi elle a l'air. Mm-hmm. Si une entente illicite avait été conclue pendant cette rencontre-là, elles auraient jamais parlé de cette rencontre aussi ouvertement. Mm-hmm. Quand elles étaient rentrées chez elles, Sylvie et Micheline, il y a une de leurs cousines qui les visitait et elles ont raconté la soirée à leur cousine. Toujours dans les interrogatoires, elles ont raconté la soirée. Donc, s'il y avait eu une entente qui s'était passée ce soir-là, elles auraient essayé de la cacher. Ok, peut-être. C'est beaucoup des suppositions, C'est là. beaucoup des suppositions, parce qu'aussi, on peut juste supposer que, tweet people. Ben, c'est ça, c'est beaucoup des suppositions de la part de la couronne, parce que... C'est la couronne, ça? Non, c'est la défense Ça, c'est qui la amène défense. tous ces arguments-là. Ouais, mais c'est ça, c'est beaucoup des... On peut pas supposer sur les motivations ou les intentions des gens. C'est pas quelque chose qui tient en cours, ça, voyons donc. Mais c'est ça, puis la couronne... Même ça. Mais la couronne n'est pas vraiment dans une meilleure situation, parce que eux, ça repose sur... Selon nous, Sylvain Roy n'existe pas. Donc, les deux côtés, leurs arguments reposent sur des suppositions. Autant la couronne que la défense doivent argumenter sur des choses un peu floues. Ensuite, Saraka va parler des appels fréquents de, supposément, Sylvain Roy aux sœurs Lévesque pendant qu'elles étaient en Inde. Pour Saraka, ça confirme que Sylvain voulait avoir un horaire précis des gestes et des déplacements des sœurs pour choisir le meilleur moment pour changer les valises. Après tout, c'est Sylvain Roy s'il existe, qui a proposé aux sœurs de prendre leurs valises. C'est pas elles qui lui ont demandé. Il les a pas volées ou quoi que ce soit. Right. Le jury a délibéré pendant 4 heures. On se rappelle, les sœurs, elles risquaient 15 ans de prison ferme pour trafic d'héroïne. C'est à 18 heures que le verdict va être annoncé. Tu veux-tu deviner? Non coupable? Non coupable pour insuffisance de preuves. Je dois dire que si j'avais été sur ce jury-là, j'aurais été bien embêtée, puis j'aurais pas vraiment su. J'ai aucune idée de mon opinion. Non, mais je sais pas du tout quoi penser de cette histoire. Je trouve que tout a aucun bon sens. Quand j'ai commencé à travailler sur ce cas-là,
j'utilisais des articles de la presse, mais c'était tellement pas concluant que je me suis dit, je vais lire le livre. C'est aucunement concluant non plus. Il y a rien de concluant. C'est un des cas les plus frustrants que j'ai jamais vu. Il y a quelqu'un, quelque part, qui sait quelque chose, pis qui le dit pas. Mais c'est juste parce que moi, je suis quelqu'un qui, ok, full disclaimer, j'ai jamais été un drug mule. Je sais pas comment ça marche, juste le dire, mais me semble que toutes les étapes pis les précautions pour acheter les billets d'avion pis toutes ces affaires-là, là, c'était quoi le plan? Ils allaient se rendre à Montréal, là, il allait avoir quelqu'un qui allait les spotter dans la foule pis voler leurs valises au milieu de l'aéroport. Mais c'est très très louche. À quoi ça servait? Toutes ces précautions-là, de comme, ben non, ce sera pas lui qui va acheter les billets, ça va être une autre personne qui est à Toronto, pis là, on peut pas le repérer, pis là, faut savoir à quoi qu'il ressemble, pis là, je comprends pas comme... Me semble, là, qu'ils étaient bien mal organisés, ces drug dealers-là. Mais moi, c'est aussi le côté, justement, comme tu dis, comment ils auraient récupéré la drogue. Ouais. Parce que les sœurs, elles supposent que c'est probablement quand elles auraient pris l'autobus, peut-être qu'au terminus, il y a quelqu'un qui les aurait enlevés de la soute. Ouais. Mais même là, la couronne disait que elles auraient été chez Sylvie, puis que André aurait été là pour reprendre les valises. Mais Sylvie, elle était en voyage à la Barbade, donc elle était même pas chez elle. Ça, c'est le bout que je me dis, comment il aurait récupéré les valises? Là, je veux pas médire, ok? Mais en même temps, lançons des théories. Et si elles étaient vraiment responsables de ça? Qu'est-ce que t'en penserais? Je veux pas médire non plus, parce que Micheline est toujours parmi nous. Mais moi aussi, j'ai l'impression que il y avait peut-être un petit peu de responsabilité. C'est quelque chose aussi que Marc Laurando, dans le podcast de Radio-Can, il avait discuté. Il a dit souvent, quand on les voyait au téléjournal, Micheline prenait beaucoup plus la parole que Laurence. Puis même dans le livre, Micheline est très vocale. Quand la couronne fait des arguments, elle est très virulente de « non, on n'avait pas prévu faire ça, non ». Tandis que Laurence, dans sa manière de raconter, il y a quelque chose de plus fluide. Ouais, mais encore là, c'est ça, on n'est pas en train de dire, bien sûr, on n'est pas en train de dire que les sœurs Lévesque étaient responsables ou de les accuser de quoi que ce soit, mais juste, tu sais, en théorie, ça aurait été le parfait decoy d'être deux femmes rangées de très très bonne réputation, puis de décider de... Tu sais, de se faire proposer quelque chose comme ça, là, de se faire proposer un échange de même, là, puis d'avoir énormément d'argent en échange. Ben, ça t'assure une belle retraite, tu sais. Oui. Moi, je dis que ça ferait une bonne idée de film. Ah, je vais en parler. Inquiète-toi pas. Yes! Ok, voilà. Bref, j'ai aucune idée quoi croire, et j'aurais été très mauvaise sur ce jury-là, puis j'aurais stallé le jury pendant beaucoup plus que 4 heures. Là, les sœurs sont acquittées pour faute de preuves. Les célébrations vont, par contre, être de courte durée, parce qu'en Italie, le juge a le droit de faire appel. Alors, les passeports des sœurs Lévesque sont retenus. Non! Elles sont libres, mais dans Rome seulement. Elles peuvent pas retourner au Canada. Parce que le juge... Il y a des pires sentences que ça, on s'entend. Parce que c'est ça, le juge, il pouvait encore éplucher le dossier et essayer encore de trouver des discrepancies pour les ramener en cours. Et le juge Infelici, il était particulièrement connu parce qu'il avait prosécuté des membres de la mafia. Alors là, il se sentait un petit peu humilié par les deux madames du Lac-Saint-Jean, que selon lui, elles étaient en train de get away with murder. Il a même menacé, à un certain point, de demander l'extradition de Sylvie, la fille de Micheline, pour la questionner. Mais là, finalement, c'est grâce à un legal loophole qui a été exploité par Maître Saraka que les sœurs, elles ont pu récupérer leur passeport et rentrer chez elles. Oh, tant mieux pour elle, mon Dieu, ça devait être effrayant. Alors, en tout et pour tout, leur mésaventure, elle va avoir coûté à la famille Lévesque près de 100 000 $ en frais d'avocat. Maître Saraka, il faisait pas ça juste de bonté de cœur. Et en perte de salaire pour Micheline, elle a pas travaillé pendant 1 an. Et là, dans son article qui est paru dans la presse le lendemain de la libération des sœurs Lévesque, le journaliste Marc Laurando va affirmer que le cas des sœurs Lévesque, ça met en lumière la nature politique des procédés judiciaires. Parce que selon lui, les sœurs, elles ont pas juste été acquittées par manque de preuves, elles ont été acquittées en raison de leur image. Donc des femmes dans la cinquantaine qui menaient une vie assez rangée, qui étaient des citoyennes exemplaires. Alors, pour cette raison-là, l'Italie craignait d'entacher ses relations avec le Canada en emprisonnant 2 citoyennes à l'apparence parfaitement innocentes. Ensuite, Marc Laurando, il craignait que l'acquittement des sœurs Lévesque, ça influence encore plus les réseaux de trafiquants de drogue à avoir recours plus souvent à des personnes qui sont jugées comme au-dessus de tout soupçon pour faire passer de la drogue de manière inconsciente ou consciente. C'est ça que je disais tantôt!
Mais là, c'est comme le côté un peu touché aussi de si la personne le savait vraiment pas, si on la punit elle, on n'élimine pas vraiment le problème. Non, loin de ça, c'est ça. Il aurait fallu retrouver Sylvain Roy qui n'existait pas ou les 2 autres gars. Et à ce jour, on ne les a toujours pas retrouvés. Pas de nouvelles de Sylvain Roy, What? pas de André et pas de Jacques. On les a jamais retrouvés. Ben, ça devait être des faux noms dans ce cas-là. Sûrement, ou ils ont réussi à disparaître, on les a pas retrouvés. Wow! Là, les médias les poursuivaient sans relâche. Les sœurs Lévesque, Ouais. elles étaient moquées de toutes parts. Donc on va se rappeler on va s'en rappeler, on était clairement là. On était clairement là. Le Bye Bye 1986, où Dominique Michel jouait Micheline et Michel Deslauriers jouait Laurence. Oh my god, c'est un Et excellent si vous êtes curieuse, le sketch est sur YouTube. Elles ont été moquées par Rock et Belles Oreilles. Oui! Je me rappelle que Chantal Franc jouait Micheline, mais je me rappelle pas qui jouait l'autre. J'ai l'impression que c'est Bruno Landry, mais ça ne fait pas être Bruno Ben, moi Landry. aussi, j'ai l'impression que c'est Bruno, parce qu'il y avait beaucoup les anti-castings. Et aussi, on les retrouvait régulièrement dans le magazine Crow. Ah! Oui. Qui est un magazine d'humour de 1979 à 1995, qui a été battu par un magazine Safari. Alors, les sœurs Lévesque... Oh my god, ça fait rire. Les sœurs Lévesque, elles ont décidé de se retirer de la vie publique. Micheline a entamé des démarches pour prendre sa retraite, et en 1987, elles ont publié le livre Les Valises Rouges, aux éditions JCL, Oui. et le livre, malheureusement, il ne va pas avoir le succès escompté, parce que les gens, c'était pas mal fait leur opinion sur l'affaire des sœurs Lévesque, et elles avaient vendu leurs droits à leur histoire pour qu'elle soit portée au grand écran, et à ce jour, il n'y a absolument rien qui s'est fait. Ben là, s'ils attendent encore 30 ans, on peut jouer sans l'évêque, toi pis moi. Yeah! Yeah! En 2013, Micheline, elle a accepté d'accorder une rare entrevue à la presse. Laurence est malheureusement décédée en 1994. Mhm. Micheline avait encore en sa possession les valises rouges. Ok. Et elle a déclaré à la journaliste de la presse que oui, elle a continué de voyager, mais qu'elle n'est jamais retournée en Italie ni en Inde. Ben, c'est surtout de pas confier tes valises à des gens que tu connais pas, là. C'est plus ça, le takeaway. Tu peux retourner en Inde, c'est correct. Je pense pas qu'elle peut retourner en Italie, par exemple. Je pense pas qu'elle aurait le droit, non. Je prendrais pas la chance. Mais oui, la morale de l'histoire, c'est ne laissez pas vos valises sans surveillance, même si c'est Ryan Gosling qui vous offre de garder vos valises, vous dites non. Même si c'est Éric Bruno qui joue Sylvain Roy. Exactement. Dans Fait divers. Avec ce look-là, exactement, en 1986. Je suis pas sûre que Micheline Florence aurait fait confiance à Éric Bruno avec son petit look de pomme, par exemple. Je pense que ça aurait pris plus un Patrick Labbé. Là. On va travailler sur un casting qu'on va vous revenir, là. Aussi, petite suite, Sylvie Roy. Oui. Éventuellement, elle a abandonné la danse. Ouais, parce qu'à un moment donné, elle était trop vieille. Malheureusement, maudite industrie ingrate. Voilà. Et elle est devenue hôtesse de l'air. Ah, cool! Ce qui a fait en sorte qu'elle a été arrêtée à Bruxelles en novembre 1991 pour être questionnée par la justice italienne dans l'affaire des valises rouges. Hey, il lâchait pas, hein? Le monsieur, il voulait vraiment arriver au bout de cette histoire-là. Mais tu sais, je veux pas faire des liens qui ne sont pas là, mais l'histoire de Amanda Knox, là, ça ressemble à ça aussi, là, avec le gouvernement italien qui ne lâche pas l'affaire, puis qui te poursuit pendant longtemps, puis... Qui va poursuivre tes enfants, puis tes petits-enfants, puis ton chat, il lâche ton pas. hamster. Il ne lâche pas la patate, mais dans le pire des sens. Mais Sylvie, tout comme sa mère, elle va être innocentée, faute de preuves. Tant mieux pour elle. Dernière personne, l'avocat, le supposé avocat des Sœurs Lévesque, Monsieur Claude F. Archambault. Oui, celui qui est allé prendre des photos avec elle. Oui, et qu'il y a probablement des gens qui me font des petits sourires, parce que Claude F. Archambault, c'était quand même une figure connue. Il y avait sa photo en arrière des annuaires téléphoniques pendant plusieurs années. Ah d'accord. Il a été radié par le barreau. Oh non! Pour services non rendus pour lesquels il avait tout de même reçu un salaire. Ah non! Oh non, c'est pas correct ça. Il me semble que ça mériterait de se faire envoyer en prison. Oui. Pour avoir a taste of your own medicine. Mais honnêtement, je lisais les articles sur Claude Archambault puis je me disais, je pense qu'on pourrait faire un épisode sur lui. Yes! Apparemment, il aurait aussi fait preuve de négligence pendant des communications d'informations au sujet de ses clients. Oh. C'est le secret professionnel. Il aurait pas respecté le secret professionnel mis en place par le barreau. Alors c'était un tout croche. Et il n'avait pas vraiment défendu les sœurs Lévesque parce qu'il y avait pas de licence pour pratiquer en Italie. Non, il était juste ça. là pour faire des sourires en arrière de eux et lever le pouce comme ça. Mais ils ont chargé quand même?
Il les a escroqués? Dans le fond, ce que j'ai appris, par exemple, c'est que Sylvie, quand elle a été arrêtée, c'est Claude Archambault qui l'aurait représentée. Ah bon, ok, au moins. Mais j'ai pas plus de détails là-dessus, de si les frais de 100 000 $ en avocat, c'était juste pour Maître Saraka. Parce que Maître Saraka, c'est celui qui les a défendus en tant que tel, mais il y avait un autre avocat qui l'aidait, qui était Maître Caranta, mais que j'ai coupé parce que je me suis dit que vous alliez être trop mélangés. Il est trop d'Italie. Maître Caranta, c'est qui parlait en français. Ah, c'est gentil, ça. Ciao, ciao. Maître Saraka baragouinait le français, mais Maître Caranta parlait français-italien, donc il faisait un petit peu la transition entre eux. Bonjour, ciao. Mais éventuellement, les sœurs Lévesque, elles ne pouvaient plus le payer, alors quand le Maître Saraka a eu assez de détails, elles ont été obligées de le couper, donc Maître Saraka, ensuite, il a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il y avait. Je pense qu'il a fait un bon travail. Et c'est comme ça que se termine le cas le plus frustrant sur lequel j'ai jamais travaillé. Mais j'avoue que ça termine un petit peu en queue de poisson, mais dans le sens où on ne saura jamais qui était le maudit Sylvain Roy. On saura jamais. Mais c'est donc ben louche! C'est très intéressant comme histoire. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Tu l'as super bien raconté. Oh, je sais que t'étais inquiète de raconter ça tout croche, mais non, c'était super bien. Et je pense qu'on a beaucoup de matière à réfléchir, là. Je m'excuse, par exemple, pour le bout sur l'achat des billets. Je sais, c'est vraiment compliqué. C'est le mieux que j'ai réussi à comprendre. Je suis vraiment désolée. Tu l'as bien expliqué. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que c'était louche. C'est ça. C'était vraiment Mais tu l'as louche. bien expliqué. C'est pas la manière que tu l'as expliqué. Je comprends pas c'est quoi le lien avec, comme, l'argument qu'ils essayaient de faire. C'est ça, le principe. Sachez, par exemple, que les sœurs Lévesque, elles s'en sont très bien sorties parce que il y a une histoire qui s'est passée aussi plus récemment d'une femme qui s'est fait attraper aux Philippines ou en Indonésie. Mm-hmm. C'est en Indonésie, il me semble. Ouais, et la femme, c'était une Australienne. Mm-hmm. Elle s'est fait prendre avec de la drogue dans ses valises, elle aussi, qui aurait été glissée par... elle s'était fait catfish, en gros, par un monsieur qui lui avait envoyé des lettres d'amour sur Internet. Elle avait été le rencontrer. Le monsieur aurait essayé de passer de la drogue dans ses valises. Et présentement, Amnesty International essaye de la faire libérer parce qu'en Indonésie, c'est la peine de mort pour se faire prendre avec de la drogue dans ses valises. Je sais que c'est la peine de mort en Indonésie et aux Philippines. Alors vraiment, quand on dit « vous laissez pas vos valises sans surveillance », vous ne laissez pas vos valises sans surveillance, vous barrez vos valises, même si vous avez un Airbnb et que selon vous c'est super sécure, vous savez pas qui a les clés de votre Airbnb, alors on barre ses valises en tout temps. Et c'est la morale de l'histoire. Surveillez vos valises. Même si présentement, voyager, c'est aller au coin de la rue acheter une pinte de lait. Faites attention que personne ne cache des choses dans votre sac pendant que vous achetez votre pinte de lait. On sait jamais avec quoi on peut se retrouver. Alors, merci beaucoup, Audrey, pour ce cas qui m'a fait beaucoup réfléchir. Et c'est ça, juste répéter que tantôt, j'étais pas en train de dire que les sœurs Lévesque étaient coupables. C'était seulement des réflexions que je me faisais à voix haute. Mais c'est ça, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Et merci à toi. Je vous rappelle, chers auditeurs, chères auditrices, que vous pouvez nous suggérer des cas, comme ma mère et la mère d'Audrey qui nous avaient suggéré de parler des sœurs Lévesque. Vous pouvez nous écrire à unpeaudecrime@gmail.com. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et sur Instagram. On est à Un peu de crime sur Facebook et à Un peu de crime dans ton café sur Instagram. Donc nous vous invitons à interagir avec nous. Nous sommes bien gentils et nous aimons avoir de vos nouvelles et avoir de nouvelles suggestions de cas. Et de café. Et, oh oui, et de café, c'est certain. Si vous voulez nous faire des dons de café, ou aussi envoyer des canneberges séchées directement chez Audrey pour l'approvisionner en collation d'après-midi. Nourrissez-moi! Ça va nous faire plaisir de recevoir vos paquets. Il faut nous nourrir parfois. Seulement le café, ce n'est pas assez. Non. Ça donne les jitters. Merci beaucoup. On n'en parle pas de ça, hein. Non. C'est pas un peu de jitters dans ton... Non, c'est ça. Un peu de jitters dans ton café. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se revoit la semaine prochaine pour mettre un peu de crime dans votre café.